et quels nous sommes? Admirable question. Haïsseurs, bâtisseurs, traîtres, Ougan surtout, car nous voulons tous les démons, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux du carcan, ceux de la houe, ceux de l'interdiction, de la prohibition, du marronnage. Et nous n'avons garde d'oublier ceux du négrier. Donc, nous chantons. Nous chantons des fleurs vénéneuses éclatant dans des prairies furibondes, des ciels d'amour coupés d'embolie, des matins épileptiques, le blanc brasement de sables abyssaux, les descentes d'épaves dans les nuits foudroyées d'odeurs fauves. Qui puis-je? Il faut bien commencer. Commencer quoi? La seule chose du monde qu'il vaille la peine de commencer, la fin du monde, parbleu. Jacques Martial, comédien et président et directeur du Mémorial Actes, n'est pas le seul dans l'assistance à avoir reconnu Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal, avec une incise du manifeste littéraire. Qui et quels nous sommes? Quel monde? Quelle fin de monde? À quel monde devons-nous mettre fin? Au monde des enclaves. Les chercheurs dans leur tour de savoir. Les militants, les militantes dans leur impatience de vouloir. Les institutions dans leur froideur et leur lenteur. Les individualités dans leur splendeur. Les artistes dans leur clairvoyance et leur génie. Alors personne ici n'en prendra ombrage, parce que si vous êtes là, c'est justement parce que vous refusez les enclaves, vous refusez d'être isolés, vous refusez de ne pas dialoguer avec l'autre, avec les autres, de ne pas entendre les autres. Mais ce sera un grand défi pour la Fondation, de créer ces passerelles, de permettre ces dialogues, y compris les dialogues de sourds, y compris lorsqu'il sera difficile, impossible de s'entendre et de se comprendre. Mais si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à tous, c'est grâce à toutes, aux chercheurs et leur savoir mis à disposition, aux militantes et aux militants de la mémoire, avec leurs impatiences et leurs vouloirs, aux institutions quand même un petit peu lorsqu'on arrive à les bousculer, aux individualités qui mettent leur notoriété au service de ces causes, et puis aussi, bien entendu, à nos artistes, femmes et hommes, dans toutes les formes d'expression artistique et culturelle. Il m'arrive, et j'aime à le répéter, de dire que nous savons tout. Nous savons tout. Il reste peut-être, et sans doute, encore des choses à découvrir. On s'en rend compte lorsqu'on croit avoir épuisé un sujet, avoir exploré jusqu'au tréfonds toute sa dynamique, ses contradictions, ses liens. Il y en a un autre qui surgit, et voilà, ce que les chercheurs appellent les impensés, les angles morts. Et puisque Pascal Blanchard est dans la salle, ils ont trouvé un angle mort récent de la période, de l'autre période, avec, voilà, sur le sexe au temps des colonies. Sexe et race au temps des colonies. Donc il reste encore des choses à découvrir, à explorer. Mais nous savons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Grâce au savoir édifié, construit, élaboré, affiné par les chercheurs, femmes et hommes. Et pas seulement en histoire. Pas seulement en histoire. Les sciences humaines, les sciences de l'homme,
les sciences de la nature nous ont permis de contredire, de vérifier, de prolonger, de prospecter dans le détail et dans la précision. Et nous savons tout cela aussi grâce aux militantes et aux militants de la mémoire. Parce que les chercheurs travaillent, parfois sous pression, et parfois sous pression de la société civile, de la société organisée, et des fleurons de la société civile organisée, c'est-à-dire ces militantes et ces militants de la mémoire. Et il y a bien des travaux qui ont été élaborés, initiés d'abord, introduits, élaborés, grâce à la mobilisation de ces militantes et de ces militants de la mémoire. Des axes ont été explorés particulièrement parce que des militantes et des militants qu'on a parfois accusés de propager des faits imprécis, inexacts, mais qui de bonne foi les exposaient parce que c'est ceux dont ils disposaient. Et de les avoir exposés, de les avoir diffusés, de les avoir disséminés dans nos sociétés, tout cela a conduit des chercheurs à se saisir de ces angles-là, de ces aspects-là, de ces sujets-là en particulier. Il y a donc un rapport dialectique entre tous ces travaux de recherche, quelles que soient les disciplines, et la mobilisation active, l'engagement dans la société. Il n'y a donc pas lieu de prendre ombrage de mon appel à quitter ce monde d'enclave, mais il y a lieu d'avoir conscience qu'il existe encore ce monde d'enclave et que nous devons casser les parois qui séparent les uns des autres, et c'est un des grands défis de la Fondation. J'avais prévu de tenir devant vous discours, oh j'aime pas le mot discours, mais voilà, de m'adresser à vous sur un ton solennel pour clôturer ces travaux. Parce que le sujet appelle de la solennité. Il nous intime de nous poser, parfois de baisser le ton pour nous faire mieux entendre. Et puis, depuis que je suis là, ce matin, il y a dans cette assistance tellement de vie, tellement de vitalité, tellement d'impatience, un tel sentiment d'urgence que j'ai décidé de troquer ce que j'avais construit dans ma tête en solennité pour vous parler de ça. Depuis ce matin, à vous écouter, voilà ce qu'est devenu ma page de cahier. Et je crois que cette page témoigne de ce qui a surgi de l'assistance aujourd'hui. Des approches différentes qui se croisent, qui reviennent, des réminiscences, des récurrences, des rémanences, une exigence d'être entendu, que les aspects qui nous tiennent à cœur et qui n'ont pas reçu encore de réponse soient entendus, soient proférés. Alors, plutôt que cette parole solennelle, c'est la mienne, elle s'élève parmi les vôtres, elle essaie de prendre place au milieu des vôtres, elle ne surplombe pas vos paroles à vous. Alors plutôt que cette parole solennelle que j'avais construite dans ma tête, je veux revenir sur des sujets essentiels que vous avez abordés aujourd'hui. D'abord, peut-être une belle surprise d'ailleurs, j'ai entendu notre fondation. Je crois que l'appropriation est essentielle. Notre fondation. Il faut que, seconde après seconde, celles et ceux qui feront vivre cette fondation aient conscience qu'elle vous appartient, qu'elle nous appartient, et que cette fondation fera sens si elle habite ce que Césaire encore appelait notre nous furieux. Vent, enveloppe-moi jusqu'à ce nous furieux. Une appropriation qui me paraît essentielle, c'est la condition pour que cette fondation ne soit pas juste une étape supplémentaire, mais qu'elle devienne un moment. Qu'elle devienne un moment, non pas un moment figé, mais un moment qui tranche avec tout ce que nous avons fait jusqu'alors
et tous ceux que nous connaissons. Sinon, elle ne sera qu'une étape de plus. Et nous, en tant que génération, nous aurons échoué si nous laissons les choses en l'état tel que la fondation ne soit qu'une étape de plus. Donc cette appropriation me paraît d'excellent augure. Et la promesse que nous serons dedans, dehors, au-dessous, au-dessus, mais d'une vigilance sans faille. Ensuite, je voudrais vous inciter à savoir reconnaître les victoires et à nous en délecter. Lorsque nous remportons une victoire, reconnaissons-la, proclamons-la. D'abord parce que ça fait du bien. Ensuite, parce qu'elle nous permet, cette victoire, de nous arc-bouter pour en exiger d'autres, pour livrer les combats qui viennent. Un exemple est revenu ce matin encore lors des restitutions d'ateliers. Et je veux saluer toutes ces personnes qui non seulement ont travaillé dans les ateliers, mais qui ont été chargées de les restituer. Comme disait Françoise Vergès, c'est inévitable. Évidemment, la personne qui restitue ne peut pas refaire l'intégralité de l'atelier. Donc, c'est par nature un exercice frustrant. Mais il est revenu la question des dates dans les territoires des Outre-mer. Mais ça, c'est une victoire remportée. D'abord, la loi de 83, loi, décret, ordonnance de 83, c'était l'aboutissement de combats, c'était une victoire en soi, c'est une génération qui, dans nos territoires, a bataillé, a exigé, a agi avant les textes et a obtenu que légalement, les dates choisies collectivement du terrain par nous-mêmes, chacune, chacun, dans nos vies collectives et sociales, que les dates choisies là, chez nous, soient reconnues et officialisées. Ça, c'est une grande victoire de cette génération. Et dans la loi, dont il y a d'éminents représentants ici, je regarde Jean-Claude William évidemment, et dans la loi de 2001, cette victoire a été actée, elle a été ancrée, puisqu'un article dit bien que la date du 10 mai sera commémorée au cœur de la République sans préjudice des dates définies dans les départements d'outre-mer. Donc lorsqu'il y a des victoires comme ça, il faut les proclamer. Sinon on croit que nous sommes d'éternels vaincus, que nous portons des échecs comme une malédiction, celle de Cham. Donc gargarisons-nous de ces victoires, parce que aussi elles font hommage à celles et à ceux qui ont livré ces batailles et qui parfois, lorsqu'ils avaient de lassitude, décidé de passer à autre chose, ont constaté que la génération suivante a pris le relais, le fruit était mûr, et la génération suivante, avant même d'avoir déployé ses propres talents et ses propres capacités, a recueilli le fruit de cette victoire. Donc il nous faut le rappeler et de façon régulière. De même qu'il nous faut rappeler aussi ce qui a été fait. Des choses ont été faites. Et si nous ne le rappelons pas, nous contribuons à l'oubli de ce qui a été fait, à l'indifférence, aux abandons. Il y a eu, dans les années qui ont suivi l'adoption de la loi de 2001, il y a eu le respect de l'article 2 sur l'obligation d'enseigner cette histoire à tous les niveaux. Il y a eu chaque année un rapport qui faisait le point de l'état d'enseignement de cette histoire dans les établissements scolaires. Et puis, lorsqu'au bout de 5 ans, lorsqu'il n'y a plus de rapport, on constate aujourd'hui que l'enseignement est de plus en plus dispersé, ténu et même carrément absent. Ça, c'était une victoire, rappelons-la, proclamons-la et exigeons qu'elle perdure. Je voudrais revenir aussi sur un point qui a été
qui est important, qui est par nature important, et qui a été traité avec importance encore ce matin. C'est la question du statut de victime. Alors, nous avons entendu récemment encore, les dernières interventions, et à la tribune là, attention à ne pas être enfermé dans un statut absolu, total de victime. Oui, attention. Et je dirais, moi, personnellement, que lorsque des associations structurées, volontaires, déterminées, ont choisi pour axe central de leur combat la reconnaissance de l'état des victimes, de victimes, des personnes qui ont été réduites à l'esclavage, par tempérament, par choix de vie, par éthique personnelle et par conception d'un devoir au nom de la visibilité, j'ai considéré, moi, qu'il était hors de question pour moi de conforter l'idée que ces millions de personnes qui ont traversé pendant 4 siècles cette transformation en marchandise, cette réification, ces humiliations permanentes, et qui ont montré à quel point elles portaient haut la conscience de leur propre humanité, qu'il était hors de question que moi je conforte qu'elles soient réduites à l'état de victime. Je le dis et je le dis pour les raisons que je viens d'évoquer. J'ajoute néanmoins qu'il y a un courage considérable à poser que ces personnes étaient des victimes. Et que ce combat qui a été mené, qui a donné des résultats, on a salué le CM 98, dont le président est là, que je salue avec plaisir, les militantes et les militants de CM 98, il y a un courage considérable à dire oui, le marronnage est très réconfortant pour nous, il est très stimulant parce qu'il dit notre courage, il dit notre force, il dit l'aptitude que ces personnes ont eue à accepter le risque d'être tuées, mais à refuser que leur liberté leur soit niée. Oui, il y a cette gloire-là à porter et c'est un héritage sans doute très, très, très puissant, très stimulant, très mobilisateur et très valorisant surtout. Et que le statut de victime, oui, il dit qu'il y en a qui étaient courbés, qu'il y en a qui en sont morts sur les plantations, qu'il y en a qui n'ont pas trouvé le chemin de l'évasion ou parfois de la résistance. Oui, il y a un courage considérable à dire que toutes ces personnes ont été victimes. Mais pas victimes, point à la ligne. Victimes d'un système d'État. Victimes d'une coalition de puissances monarchiques qui ont mis en œuvre tout leur savoir, tous leurs moyens, toutes leurs techniques de l'époque, toutes leurs relations diplomatiques, toutes leurs ambitions, tous leurs intérêts pour écraser des personnes en individualité, non pas des armées face à eux, mais des personnes en individualité et des personnes prises par traîtrise, des personnes délibérément détruites, y compris pour l'exemple. Il y a à dire oui, toutes ces personnes réduites en esclavage ont été des victimes, point, et des victimes, point virgule, victimes de ces coalitions monarchiques européennes et de ces collusions d'intérêts. Alors oui, saluons les victimes, saluons nos ancêtres victimes, mais chantons ces fleurs vénéneuses éclatant dans des prairies furibondes. Oui, nous avons résisté. Oui, au quotidien, elles et ils, on dit, pouvez dire que je suis un meuble. Vous pouvez, dans vos livres de comptes, m'aligner avec le cheptel. Vous pouvez nous violer, nous les femmes.
mais nos corps vous résistent, parce que nos têtes et nos âmes ne vous appartiennent pas. Oui, vous pouvez dénier l'humanité que nous portons en nous, mais c'est nous qui allons vous sauver. Parce qu'en faisant résistance, parce qu'en montrant que cette humanité est invincible et indestructrice, nous vous sauvons, vous, de votre inhumanité. Alors oui, chantons ces fleurs vénéneuses, ces femmes qui avortent pour ne pas fournir des enfants aux plantations et aux habitations, ces femmes qui empoisonnent parfois, ces hommes qui incendient, qui empoisonnent le bétail, et des femmes qui parfois empoisonnent les maîtres. Oh oui, la morale. Mais que se joue-t-il à ce moment-là dans ce système d'absolue violence? Alors oui, nos ancêtres furent des victimes. Honorons-les, inclinons-nous. Mais oui, nos ancêtres furent aussi celles et ceux qui ont fécondé le monde contemporain. Le monde contemporain. Je parle du monde. Je parle de toutes les sociétés humaines. Les sociétés européennes, les sociétés américaines, sud et nord, les sociétés caribéennes, les sociétés africaines, les sociétés asiatiques aussi, parce que dans ce grand maelstrom, vous savez que l'Asie a été prise par les engagés, les coulis, et que dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos terres, se retrouve le nectar de tous ceux que les femmes et les hommes du monde ont inventé, ont créé, que ce soit les langues, que ce soit les religions syncrétiques, que ce soit la gastronomie, que ce soit les danses, que ce soit les chants, que ce soit les explications de l'univers, que ce soit la connaissance des plantes, que ce soit les méthodes de guérison, que ce soit les techniques de pêche, de chasse, d'agriculture. C'est là, dans ces rencontres de langue, de vocabulaire, de structure, dans ces rencontres de croyances, dans ces rencontres de comment mange-t-on? Qu'est-ce qu'on aime manger? Qu'est-ce qu'on ajoute au plaisir du palais? Ah, les délices de l'odorat. C'est là que tout cela a été inventé. C'est dans ces lieux-là. Y a-t-il plus humain que cela? Est-il possible d'être plus humain que cela? Voilà nos victoires. Elles sont immortelles, elles sont éternelles. Alors il faut que nous sachions dire aux sociétés contemporaines et à la société française, oui, ce patrimoine est là. Il vous irrigue depuis longtemps. Il nous irrigue depuis longtemps. Oui, ce patrimoine est là. Il est consubstantiel à l'identité française, qui est une identité plurielle. Et il faut l'assumer, cette identité plurielle. Ce nous furieux, il faut qu'on les aide à comprendre de quoi il s'agit. Quelles sont les tornades qui l'habitent et qui font que nous sommes à ce point chargés de vitalité et définitivement invincibles. Et il nous faut apprendre à vivre nous-mêmes aussi nos identités individuelles plurielles. Il nous faut consentir à des appartenances multiples. Il nous faut admettre que nous sommes face à plusieurs loyautés et trouver le modus vivendi entre nos loyautés. Et c'est ainsi que nous grandissons individuellement et collectivement. Oui, nous sommes pluriels et c'est notre puissance. Le monde tout entier vibre en nous et nous sommes connectés par la fréquence de la mémoire et de l'histoire à la totalité du monde. Et c'est la plus grande force de la société française. Et si elle en est consciente, et c'est une de nos missions de la rendre consciente de cela, cette force que lui apporte cette histoire monstrueuse, cette force peut la rendre elle aussi invincible et l'aider à se défaire de ces peurs complètement irrationnelles, mortifères, la peur de l'autre,
La peur du différent. Le différent, qu'est-ce que c'est? Édouard Glissant disait, la différence, ce n'est pas ce qui nous sépare, c'est la particule élémentaire de la relation. Oui, l'autre différent est juste le cadeau, la chance, l'opportunité, le moment, le hasard qui m'offre la possibilité de découvrir autre chose, de découvrir moi différent et différemment. Nous avons donc une mission colossale, non pas seulement de nous retourner sur nous-mêmes, oui, nous devons et pouvons nous retourner sur nous-mêmes. Non pas seulement de faire émerger cette histoire, oui, nous devons et nous pouvons le faire. Mais l'avenir nous appartient. L'avenir nous appartient parce qu'avoir traversé cela, victimes, survivantes et survivants, avoir traversé cela et être debout aujourd'hui encore avec une telle verticalité, cela veut dire que rien ne peut nous abattre. Mais à quoi nous sert d'être invincibles, nous, si égoïstement nous le demeurons seuls? Nous avons donc à le faire comprendre, à le diffuser et à le faire savoir. Enfin, il faut, avant de passer au point suivant, la réparation, je veux répondre à cette jeune étudiante qui s'interroge sur l'absence de statistiques ethniques, dit-on. Éviter racial, d'une façon générale. Il y a un livre, c'est Serge Romanin, je crois, qui rappelait tout à l'heure que une des grandes différences entre les États-Unis et l'Europe en général, c'est que aux États-Unis, l'esclavage se pratiquait sur le même territoire, alors que pour l'Europe, c'était dans les colonies, bien entendu. Et ça déconnecte des tas de choses différentes. Aux États-Unis, le mot racial est fréquemment utilisé parce qu'il y a de la ségrégation raciale, parce qu'il y a des lois qui reposent sur la race. Mais les combats admirables, douloureux, difficiles, mais victorieux qui ont été menés, même s'ils ne sont pas achevés, aux États-Unis, ont conduit à éliminer au moins de la législation cette stratification sociale fondée sur la race. Mais le mot racial est fréquemment utilisé aux États-Unis. Il y a des travaux de chercheurs, notamment des femmes, que j'ai en tête, il y en a d'autres, extrêmement importants, pertinents et vraiment très très judicieux, qui disent attention, le mot race, qui est utilisé constamment, ne témoigne pas d'une réalité. On le sait partout, ne témoigne pas d'une réalité. Par contre, l'adjectif racial témoigne constamment de réalité. Et qui a là un piège terrible. Un livre qui s'appelle Racecraft explique comment le fait, tout en contestant ce concept de race qui n'a pas de réalité, mais en utilisant profilage racial, ségrégation raciale, discrimination raciale, etc., par le contour, nous redonnons de la consistance au mot race. Aux États-Unis, c'est un dilemme terrible. C'est un dilemme terrible parce qu'effectivement, il existe du profilage racial. Parce qu'effectivement, il y a des crimes raciaux, aujourd'hui encore. Parce qu'effectivement, il y a des pratiques raciales. Parce que dans les institutions les plus, soit les plus honorables, soit les plus structurées et structurantes dans la société, il y a des pratiques et des consignes raciales. Par exemple, tout le monde connaît la crise des subprimes. Vous savez qu'il a été établi que des banques donnaient pour consigne de privilégier ce produit financier pour la clientèle africaine-américaine. Clientèle africaine-américaine qui, à la force du poignet et d'autres choses, sur plusieurs générations, arrivait enfin à accéder un peu à la classe moyenne et pouvait prétendre à des emprunts pour acquérir des logements. Donc des années, peut-être des générations de combats pulvérisées par une disposition
bancaire qui dit on sait déjà que c'est pourri, vous le donnez en priorité à la clientèle africaine-américaine. De même que des travaux ont montré que dans le New Deal, suite à des protestations après les premières années de New Deal, il y a eu des dispositifs introduits dans le New Deal aux États-Unis après la Grande Dépression pour écarter, aussi bien en termes d'indemnités agricoles, d'accès au logement, d'intégration dans des grands programmes publics, écarter les Africains américains. Donc il y a une réalité aux États-Unis, une réalité quotidienne aujourd'hui encore sur la discrimination raciale. Donc c'est un piège terrible pour eux. Mais nous n'avons pas ce piège, ne l'introduisons pas. Donc à la rigueur ethnique. Pourquoi n'y a-t-il pas de statistiques ethniques ici? Et vous dites retard vis-à-vis des anglo-saxons. Non. Bon, en tout cas, plusieurs personnes ont dit ça, retard vis-à-vis des anglo-saxons. Il n'y a pas de retard ni d'avance. Il y a des sociétés différentes, comme il y a eu des empires coloniaux différents, avec des doctrines coloniales différentes, et des résultats aujourd'hui dans les sociétés impériales, donc les métropoles impériales, et dans les sociétés qui étaient périphériques, c'est-à-dire dans les colonies, des modes d'organisation différents. Donc, dans les sociétés, le Commonwealth, le Royaume-Uni, dans ces sociétés-là, évidemment, les anciennes colonies du Royaume-Uni, l'organisation par communauté est liée à la doctrine coloniale et à des modes d'organisation qui ont suivi. L'Empire colonial français a fait différemment. Il a fait différemment parce que, voilà, philosophe des Lumières, il n'y avait pas que, comme philosophe des Lumières, il y en avait partout. Et puis on avait très avant ça dans tous les continents du monde. On expliquait, parce que cela vous a été dit, on explique qu'il fallait justifier cet esclavage racial, cette traite négrière, cette traite raciale, il fallait l'expliquer. Donc on l'a justifié, la philosophie a aidé, les sciences humaines ont aidé, l'histoire, non, la philosophie a aidé. Donc les sciences dures, soi-disant, ont aidé, avec l'angle facial, la largeur du front, etc. Bon, la muqueuse, la couleur de la peau, etc. Bon, donc tout ça, il a fallu justifier tout cela. Mais il y a des différences, parce qu'il y avait des doctrines coloniales différentes, il y avait des rapports différents entre les métropoles et leurs colonies ou leurs comptoirs. Donc on ne dit pas qu'une société est en avance par rapport à une autre. On regarde pour chacune de ces sociétés, est-ce qu'au regard de l'histoire, est-ce qu'au regard de ces pratiques coloniales et de ces crimes, comment aujourd'hui elle affronte la diversité dans sa société, la pluralité de sa société? Comment elle l'affronte? C'est ça qu'il faut regarder.